Bonjour, aujourd'hui, sur l'eau de Guy de Maupassant. Ce journal ne contient aucune histoire et aucune aventure intéressante. Ayant fait au printemps dernier une petite croisière sur les côtes de la Méditerranée, je me suis amusé à écrire chaque jour ce que j'ai vu et ce que j'ai pensé. En somme, j'ai vu de l'eau, du soleil, des nuages et des roches. Je ne puis raconter autre chose. Et j'ai pensé simplement, comme on pense quand le flot vous berce, vous engourdit et vous promène. 1888. 6 avril. Je dormais profondément quand mon patron Bernard jeta du sable dans ma fenêtre. Je l'ouvris et je reçus sur le visage, dans la poitrine et jusque dans l'âme, le souffle froid et délicieux de la nuit. Le ciel était limpide et bleuâtre, rendu vivant par le frémissement de feu des étoiles. Le matelot, debout au pied du mur, disait « Beau temps, monsieur. » « Quel vent ? Vent de terre. C'est bien, j'arrive. » Une demi-heure plus tard, je descendais la côte à grands pas. L'horizon commençait à pâlir et je regardais au loin, derrière la baie des Anges, les lumières de Nice, puis plus loin encore le phare tournant de Villefranche. Devant moi, Antibes apparaissait vaguement dans l'ombre éclaircie, avec ses deux tours debout sur la ville bâtie en cône et qu'enferment encore les vieux murs de Vauban. Dans les rues, quelques chiens et quelques hommes, des ouvriers qui se lèvent. Dans le port, rien que le très léger bercement des tartanes le long du quai et l'insensible clapot de l'eau qui remue à peine. Parfois un bruit d'amarre qui se raidit ou le frôlement d'une barque le long d'une coque. Les bateaux, les pierres, la mer elle-même semblent dormir sous le firmament poudré d'or et sous l'œil du petit phare qui, debout sur la jetée, veille sur son petit port. Là-bas, en face du chantier du constructeur Ardouin, j'aperçus une lueur, je sentis un mouvement, j'entendis des voix. On m'attendait. Le bel ami était prêt à partir. Je descendis dans le salon qu'éclairaient les deux bougies suspendues et balancées comme des boussoles, au pied des canapés qui servent de lit, la nuit venue. J'endossai le veston de mer en peau de bête, je me coiffai d'une chaude casquette, puis je remontai sur le pont. Déjà les amarres de poste avaient été larguées, et les deux hommes, allant sur la chaîne, amenaient le yacht à pic sur son ancre. Puis ils hissèrent la grande voile, qui s'éleva lentement avec une plainte monotone des poulies et de la mâture. Elle montait large et pâle dans la nuit, cachant le ciel et les astres, agités déjà par les souffles du vent. Il nous arrivait sec et froid de la montagne, invisible encore, qu'on sentait chargé de neige. Il était très faible, à peine éveillé, indécis et intermittent. Maintenant les hommes embarquaient l'ancre, je pris la barre, et le bateau, pareil à un grand fantôme, glissa sur l'eau tranquille. Pour sortir du port, il nous fallait louvoyer entre les tartanes et les goélettes ensommeillées. Nous allions d'un quai à l'autre, doucement, traînant notre canot court et rond qui nous suivait comme un petit, à peine sorti de l'œuf, suit un cygne. Dès que nous fûmes dans la passe, entre la jetée et le fort carré, le yacht, plus ardent, accéléra sa marche et sembla s'animer comme si une gaieté fût entrée en lui. Il dansait sur les vagues légères, innombrables et basses, sillons mouvants d'une plaine illimitée. Il sentait la vie de la mer en sortant de l'eau morte du port. Il n'y avait pas de houle, je m'engageai entre les murs de la ville et la bouée de 500 francs qui indique le grand passage. Puis, laissant arriver vent arrière, je fis route pour doubler le cap. Le jour naissait, les étoiles s'éteignaient, le phare de Villefranche ferma pour la dernière fois son œil tournant, et j'aperçus dans le ciel lointain, au-dessus de Nice, encore invisible, des lueurs bizarres et roses. C'étaient les glaciers des Alpes dont l'aurore allumait les cimes. Je remis la barre à Bernard pour regarder se lever le soleil. La brise, plus fraîche, nous faisait courir sur l'onde frémissante et violette. Une cloche se mit à sonner, jetant au vent les 3 coups rapides de l'Angélus. Pourquoi le son des cloches semble-t-il plus alerte au jour levant et plus lourd à la nuit tombante ? J'aime cette heure froide et légère du matin, lorsque l'homme dort encore et que s'éveille la terre. L'air est plein de frissons mystérieux que ne connaissent point les attardés du lit. On aspire, on boit, on voit la vie qui renaît, la vie matérielle du monde, la vie qui parcourt les astres et dont le secret est notre immense tourment. Raymond disait « Nous aurons vent d'est tantôt. » Bernard répondit « Je croirais plutôt à un vent d'ouest. »
Bernard, le patron, est maigre, souple, remarquablement propre, soigneux et prudent. Barbu jusqu'aux yeux, il a le regard bon et la voix bonne. C'est un dévoué et un franc. Mais tout l'inquiète en mer, la houle rencontrée soudain et qui annonce de la brise au large, le nuage allongé sur l'Estérel qui révèle du Mistral dans l'ouest, et même le baromètre qui monte car il peut indiquer une bourrasque de l'est. Excellent marin d'ailleurs, il surveille tout sans cesse et pousse la propreté jusqu'à frotter les cuivres dès qu'une goutte d'eau les atteint. Raymond, son beau-frère, est un fort gars, brun et moustachu, infatigable et hardi, aussi franc et dévoué que l'autre, mais moins mobile et nerveux, plus calme, plus résigné aux surprises et aux traîtrises de la mer. Bernard, Raymond et le baromètre sont parfois en contradiction et me jouent une amusante comédie à trois personnages, dont un muet, le mieux renseigné. Sacristi, monsieur, nous marchons bien, disait Bernard. Nous avons passé en effet le golfe de la Salisse, franchi la Garoupe, et nous approchons du cap Gros, roche plate et basse allongée au ras des flots. Maintenant, toute la chaîne des Alpes apparaît, vague monstrueuse qui menace la mer. Vague de granit couronnée de neige, dont tous les sommets pointus semblent des jaillissements d'écume immobiles et figés. Et le soleil se lève derrière ces glaces, sur qui sa lumière tombe en coulées d'argent. Mais voilà que, doublant le cap d'Antibes, nous découvrons les îles de l'Érins, et loin par derrière la chaîne tourmentée de l'Estérel. L'Estérel est le décor de Cannes, charmante montagne de keepsake, bleuâtre et découpée élégamment, avec une fantaisie coquette et pourtant artiste, peinte à l'aquarelle sur un ciel théâtral par un créateur complaisant pour servir de modèle aux Anglaises paysagistes et le sujet d'admiration aux altesses phtisiques ou des œuvrés. À chaque heure du jour, l'Estérel change d'effet et charme les yeux du high life. La chaîne des monts correctement et nettement dessinée se découpe au matin sur le ciel bleu, d'un bleu tendre et pur, d'un bleu pourpre et joli, d'un bleu idéal de plage méridionale. Mais le soir, les flancs boisés des côtes s'assombrissent et plaquent une tache noire sur un ciel de feu, sur un ciel invraisemblablement dramatique et rouge. Je n'ai jamais vu nulle part ces couchers de soleil de féerie, ces incendies de l'horizon tout entier, ces explosions de nuages, cette mise en scène habile et superbe, ce renouvellement quotidien d'effets excessifs et magnifiques qui force l'admiration et ferait un peu sourire s'ils étaient peints par des hommes. Les îles de l'Érins, qui ferment à l'est le golfe de Cannes et le séparent du golfe Juan, semblent elles-mêmes deux îles d'opérette placées là pour le plus grand plaisir des hivernants et des malades. De la pleine mer où nous sommes à présent, elles ressemblent à deux jardins d'un vert sombre poussés dans l'eau. Au large, à l'extrémité de Saint-Honorat, s'élève, le pied dans les flots, une ruine toute romantique, un vrai château de Walter Scott, toujours battu par les vagues, et où les moines autrefois se défendirent contre les Sarrasins, car Saint-Honorat appartint toujours à des moines, sauf pendant la Révolution. L'île fut achetée par une actrice des Français. Château fort, religieux batailleur, aujourd'hui trappiste gras, souriant et quêteur, jolie cabotine venant sans doute cacher ses amours dans ces îlots couverts de pins et de fourrés et entourés d'un collier de rochers charmants, tout jusqu'à ces noms à la Florian, l'Érins, Saint-Honorat, Sainte-Marguerite, tout est aimable, coquet, romanesque, poétique et un peu fade sur ce délicieux rivage de Cannes. Pour faire cependant à l'antique manoir crénelé, svelte et dressé à l'extrémité de Saint-Honorat, vers la pleine mer, Sainte-Marguerite est terminée vers la terre par la forteresse célèbre où furent enfermés le masque de fer et Bazaine. Une passe d'un mille environ s'étend entre la pointe de la Croisette et ce château, qui a l'aspect d'une vieille maison écrasée, sans rien d'altier et de majestueux. Il semble accroupi, lourd et sournois, vraie souricière à prisonnier. J'aperçois maintenant les trois golfes. Devant moi, au-delà des îles, celui de Cannes. Plus près, le golfe Juan, et derrière moi la baie des Anges, dominée par les Alpes et les sommets neigeux. Plus loin, les côtes se déroulent bien au-delà de la frontière italienne, et je découvre avec ma lunette la blanche Bordighera au bout d'un cap. Et partout le long de ce rivage démesuré, les villes au bord de l'eau, les villages accrochés plus haut au flanc des monts, les innombrables villas semées dans la verdure, ont l'air d'œufs blancs pondus par les sables, pondus sur des rocs, pondus dans les forêts de pins par des oiseaux monstrueux, venus pendant la nuit du pays des neiges qu'on aperçoit là-haut. Sur le cap d'Antibes, longue excroissance de terre, jardin prodigieux jeté entre deux mers,
où poussent les plus belles fleurs de l'Europe, nous voyons encore des villas, et tout à la pointe Eden Rock, ravissante et fantaisiste habitation qu'on vient visiter de Nice et de Cannes. La brise tombe, le yacht ne marche plus qu'à peine. Après le courant d'air de terre qui règne pendant la nuit, nous attendons et nous espérons le courant d'air de la mer, qui sera le bien reçu d'où qu'il vienne. Bernard tient toujours pour l'ouest, Raymond pour l'est, le baromètre est immobile un peu au-dessous de 76. Maintenant le soleil rayonne, non de la terre, rend étincelant les murs des maisons, qui, de loin, ont l'air aussi de neige éparpillée, et jettent sur la mer un clair vernis lumineux et bleuté. Peu à peu, profitant des moindres souffles, de ces caresses de l'air qu'on sent à peine sur la peau, et qui cependant font glisser sur l'eau plate les yachts sensibles et bien voilés, nous dépassons la dernière pointe du cap, et nous découvrons tout entier le golfe joint, avec l'escadre au milieu. De loin, les cuirassés ont l'air de rocs, d'îlots, d'écueils couverts d'arbres morts. La fumée d'un train court sur la rive allant de Cannes à Juan-les-Pins, qui sera peut-être plus tard la jolie station de toute la côte. 3 tartanes avec leurs voiles latines, dont une est rouge et les 2 autres blanches, sont arrêtées dans le passage entre Sainte-Marguerite et la terre. C'est le calme doux et chaud d'un matin de printemps dans le midi. Et déjà il me semble que j'ai quitté depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années les gens qui parlent et qui s'agitent. Je sens entrer en moi l'ivresse d'être seul, l'ivresse douce du repos que rien ne troublera, ni la lettre blanche, ni la dépêche bleue, ni le timbre de ma porte, ni l'aboiement de mon chien. On ne peut m'appeler, m'inviter, m'emmener, m'opprimer avec des sourires, me harceler de politesse. Je suis seul, vraiment libre. Elle court, la fumée du train sur le rivage. Moi, je flotte dans un logis ailé qui se balance, joli comme un oiseau, petit comme un nid, plus doux qu'un hamac et qui erre sur l'eau au gré du vent, sans tenir à rien. J'ai pour me servir et me promener 2 matelots qui m'obéissent, quelques livres à lire et des vivres pour 15 jours. 15 jours sans parler, quelle joie! Je fermais les yeux sous la chaleur du soleil, savourant le repos profond de la mer, quand Bernard dit à mi-voix. Le brick a de l'air, là-bas. Là-bas, en effet, en face d'Aguet, un brick vient vers nous. Je vois très bien avec la jumelle ses voiles rondes pleines de vent. Bah, c'est le courant d'air d'Aguet, répond Raymond. Il fait calme sur le cap Roux. Cause toujours, nous aurons du vent d'ouest, répond Bernard. Je me penche pour regarder le baromètre dans le salon. Il a baissé depuis une demi-heure. Je le dis à Bernard qui sourit et murmure. Il sent le vent d'ouest, monsieur. C'est fait, ma curiosité s'éveille, cette curiosité particulière aux voyageurs de la mer, qui fait qu'on voit tout, qu'on observe tout, qu'on se passionne pour la moindre chose. Ma lunette ne quitte plus mes yeux, je regarde à l'horizon la couleur de l'eau. Elle demeure toujours claire, vernie, luisante. S'il y a du vent, il est loin encore. Quel personnage le vent pour les marins! On en parle comme d'un homme, d'un souverain tout-puissant, tantôt terrible, tantôt bienveillant. C'est de lui qu'on s'entretient le plus, le long des jours, c'est à lui qu'on pense sans cesse, le long des jours et des nuits. Vous ne le connaissez point, gens de la terre. Nous autres, nous le connaissons plus que notre père ou que notre mère, cet invisible, ce terrible, ce capricieux, ce sournois, ce traître, ce féroce. Nous l'aimons et nous le redoutons, nous savons ses malices et ses colères que les signes du ciel et de la mer nous apprennent lentement à prévoir. Il nous force à songer à lui à toute minute, à toute seconde, car la lutte entre lui et nous ne s'interrompt jamais. Tout notre être est en éveil pour cette bataille. L'œil qui cherche à surprendre d'insaisissables apparences, la peau qui reçoit sa caresse ou son choc, l'esprit qui reconnaît son humeur, prévoit ses surprises, juge s'il est calme ou fantasque. Aucun ennemi ne nous donne autant que lui la sensation du combat, ne nous force à tant de prévoyance, car il est le maître de la mer, celui qu'on peut éviter, utiliser ou fuir, mais qu'on ne dompte jamais. Et dans l'âme du marin règne, comme chez les croyants, l'idée d'un Dieu irascible et formidable, la crainte mystérieuse, religieuse, infinie du vent et le respect de sa puissance. « Le voilà, monsieur, me dit Bernard. Là-bas, tout là-bas, au bout de l'horizon, une ligne d'un bleu noir s'allonge sur l'eau. Ce n'est rien, une nuance, une ombre imperceptible, c'est lui. Maintenant nous l'attendons, immobile, sous la chaleur du soleil. Je regarde l'heure, 8 heures, et je dis « Bigre, il est tôt pour le vent d'ouest. »
Il soufflera dur après-midi, répond Bernard. Je lève les yeux sur la voile plate, molle, morte. Son triangle éclatant semble monter jusqu'au ciel, car nous avons hissé sur la misaine la grande flèche de beau temps, dont la vergue dépasse de 2 mètres le sommet du mât. Plus un mouvement, on se croirait sur la terre. Le baromètre baisse toujours. Cependant, la ligne sombre aperçue au loin s'approche. L'éclat métallique de l'eau ternie soudain se transforme en une teinte ardoisée. Le ciel est pur, sans nuages. Tout à coup, autour de nous, sur la mer aussi nette qu'une plaque d'acier, glisse de place en place, rapide, effacée aussitôt qu'apparue, des frissons presque imperceptibles, comme si on eût jeté dedans 1000 pincées de sable menu. La voile frémit, mais à peine, puis le gui lentement se déplace vers tribord. Un souffle maintenant me caresse la figure, et les frémissements de l'eau se multiplient autour de nous, comme s'il y tombait une pluie continue de sable. Le cotre déjà recommence à marcher. Il glisse tout droit, et un très léger clapot s'éveille le long des flancs. La barre se raidit dans ma main, la longue barre de cuivre qui semble sous le soleil une tige de feu, et la brise de seconde en seconde augmente. Il va falloir louvoyer, mais qu'importe, le bateau monte bien au vent et le vent nous mènera, s'il ne faiblit pas, de bordée en bordée à Saint-Raphaël à la nuit tombante. Nous approchons de l'escadre dont les 6 cuirassés, les 2 avisos, tournent lentement sur leurs angles, présentant leurs proues à l'ouest. Puis nous virons de bord pour le large, pour passer les foremigues que signale une tour au milieu du golfe. Le vent fraîchit de plus en plus avec une surprenante rapidité, et la vague se lève courte et pressée. Le yacht s'incline, portant toute sa toile, et court suivi toujours du you-you dont la mare est tendue et qui va, le nez en l'air, le cul dans l'eau, entre 2 bourrelets d'écume. En approchant de l'île Saint-Honorat, nous passons auprès d'un rocher nu, rouge, hérissé comme un porc-épic, tellement rugueux, armé de dents, de pointes et de griffes qu'on peut à peine marcher dessus. Il faut poser le pied dans les creux, entre ses défenses, et avancer avec précaution. On le nomme Saint-Ferréol. Un peu de terre venue on ne sait d'où s'est accumulée dans les trous et les fissures de la roche. Et là-dedans ont poussé des sortes de lys et de charmants iris bleus dont la graine semble tomber du ciel. C'est sur cet écueil bizarre en pleine mer que fut enseveli et caché pendant 5 ans le corps de Paganini. L'aventure est digne de la vie de cet artiste génial et macabre qu'on disait posséder du diable, si étrange d'allure, de corps, de visage, dont le talent surhumain et la maigreur prodigieuse firent un être de légende, une espèce de personnage d'Hoffmann. Comme il retournait à Gênes, sa patrie, accompagné de son fils, qui, seul maintenant, pouvait l'entendre tant sa voix était devenue faible, il mourut à Nice du choléra le 27 mai 1840. Donc son fils embarqua sur un navire le cadavre de son père et se dirigea vers l'Italie. Mais le clergé génois refusa de donner la sépulture à ce démoniaque. La cour de Rome, consultée, n'osa point accorder son autorisation. On allait cependant débarquer le corps, lorsque la municipalité s'y opposa, sous prétexte que l'artiste était mort du choléra. Gênes était alors ravagée par une épidémie de ce mal, mais on argua que la présence de ce nouveau cadavre pouvait aggraver le fléau. Le fils de Paganini revint alors à Marseille, où l'entrée du port lui fut interdite pour les mêmes raisons. Puis il se dirigea vers Cannes, où il ne put pénétrer non plus. Il restait donc en mer, berçant sur la vague le cadavre du grand artiste bizarre que les hommes repoussaient de partout. Il ne savait plus que faire, où aller, où porter ce mort sacré pour lui. Quand il vit cette roche nue de Saint-Ferréol au milieu des flots, il y fit débarquer le cercueil qui fut enfoui au milieu de l'îlot. C'est seulement en 1845 qu'il revint avec 2 amis chercher les restes de son père pour les transporter à Gênes, dans la villa Gajonat. N'aimerait-on pas mieux que l'extraordinaire violoniste fût demeuré sur l'écueil hérissé où chante la vague dans les étranges découpures du roc? Plus loin se dresse en pleine mer le château de Saint-Honorat que nous avons aperçu en doublant le cap d'Antibes, et plus loin encore une ligne d'écueils terminée par une tour, les Moines. Ils sont à présent tout blancs, écumeux et bruyants. C'est là un des points les plus dangereux de la côte pendant la nuit, car aucun feu ne le signale et les naufrages y sont assez fréquents. Une rafale brusque nous penche à faire monter l'eau sur le pont, et je commande d'amener la flèche que le côtre ne peut plus porter sans s'exposer à casser le mât. La lame se creuse, s'espace et moutonne,
et le vent siffle rageur par bourrasque, un vent de menace qui crie « Prenez garde !» Nous serons obligés d'aller coucher à Cannes, dit Bernard. Au bout d'une demi-heure, en effet, il fallut amener le grand foc et le remplacer par le second, en prenant un ris dans la voile. Puis, un quart d'heure plus tard, nous prenions un second ris. Alors je me décidai à gagner le port de Cannes, port dangereux que rien n'abrite, rade ouverte à la mer du Sud-Ouest qui y met tous les navires en danger. Quand on songe aux sommes considérables qu'amèneraient dans cette ville les grands yachts étrangers, s'ils y trouvaient un abri sûr, on comprend combien est puissante l'indolence des gens du Midi qui n'ont pu encore obtenir de l'État ce travail indispensable. À 10 heures, nous jetons l'ancre en face du vapeur le Canois, et je descends à terre, désolé de ce voyage interrompu. Toute la rade est blanche d'écume. Cannes, 7 avril, 9 heures du soir. Des princes, partout des princes. Ceux qui aiment les princes sont heureux. À peine eus-je mis le pied hier matin sur la promenade de la Croisette, que j'en rencontrai 3, l'un derrière l'autre. Dans notre pays démocratique, Cannes est devenue la ville des titres. Si on pouvait ouvrir les esprits comme on lève le couvercle d'une casserole, on trouverait des chiffres dans la tête d'un mathématicien, des silhouettes d'acteurs gesticulant et déclamant dans la tête d'un dramaturge, la figure d'une femme dans la tête d'un amoureux, des images paillardes dans celle d'un débauché, des vers dans la cervelle d'un poète, mais dans le crâne des gens qui viennent à Cannes, on trouverait des couronnes de tous les modèles, nageant comme les pattes dans un potage. Des hommes se réunissent dans les tripots parce qu'ils aiment les cartes, d'autres se réunissent dans les champs de course parce qu'ils aiment les chevaux. On se réunit à Cannes parce qu'on aime les altesses impériales et royales. Elles y sont chez elles, y règnent paisiblement dans les salons fidèles, à défaut des royaumes dont on les a privées. On en rencontre de grandes et de petites, de pauvres et de riches, de tristes et de gais, pour tous les goûts. En général, elles sont modestes, cherchent à plaire et apportent dans leurs relations avec les humbles mortels une délicatesse et une affabilité qu'on ne retrouve presque jamais chez nos députés, ces princes du pot au vote. Mais si les princes, les pauvres princes errants, sans budget ni sujet, qui viennent vivre en bourgeois dans cette ville élégante et fleurie, s'y montrent simples et ne donnent point à rire, même aux irrespectueux, il n'en est pas de même des amateurs d'altesse. Ceux-là tournent autour de leurs idoles avec un empressement religieux et comique, et dès qu'ils sont privés d'une, se mettent à la recherche d'une autre, comme si leur bouche ne pouvait s'ouvrir que pour prononcer « Monseigneur » ou « Madame » à la troisième personne. On ne peut les voir 5 minutes sans qu'ils racontent ce que leur a répondu la princesse, ce que leur a dit le grand-duc, la promenade projetée avec l'un et le mot spirituel de l'autre. On sent, on voit, on devine qu'ils ne fréquentent point d'autre monde que les personnes de sang royal, que s'ils consentent à vous parler, c'est pour vous renseigner exactement sur ce qu'on fait dans ces hauteurs. Et des luttes acharnées, des luttes où sont employées toutes les ruses imaginables, s'engage pour avoir à sa table, une fois au moins par saison, un prince, un vrai prince, un de ceux qui font prime. Quel respect on inspire quand on est du law tennis d'un grand-duc ou quand on a été seulement présenté à Galles, c'est ainsi que s'expriment les super chics. Se faire inscrire à la porte de ces exilés, comme dit Daudet, de ces culbutés, dirait un autre, constitue une occupation constante, délicate, absorbante, considérable. Le registre est déposé dans le vestibule, entre 2 valets dont l'un vous offre une plume. On écrit son nom à la suite de 2000 autres noms de toute farine, où les titres foisonnent, où les « de » fourmillent, puis on s'en va, fier comme si l'on venait d'être anobli, heureux comme si on eût accompli un devoir sacré, et on dit avec orgueil, à la première connaissance rencontrée, « Je viens de me faire inscrire chez le grand-duc de Gerolstein ». Puis le soir au dîner, on raconte avec importance. J'ai remarqué tantôt sur la liste du grand-duc de Gerolstein les noms de X, Y et Z, et tout le monde écoute avec intérêt comme s'il s'agissait d'un événement de la dernière importance. Mais pourquoi rire et s'étonner de l'innocente et douce manie des élégants amateurs de princes, quand nous rencontrons à Paris 50 races différentes d'amateurs de grands hommes, qui ne sont pas moins amusantes? Pour quiconque tient un salon, il importe de pouvoir montrer des célébrités, et une chasse est organisée afin de les conquérir. Il n'est guère de femmes du monde et du meilleur qui ne tiennent à voir son artiste ou ses artistes, et elle donne des dîners pour eux afin de faire savoir à la ville et à la province qu'on est intelligent chez elle. Poser pour l'esprit qu'on n'a pas, mais qu'on fait venir à grand bruit, ou pour les relations princières, où est donc la différence?
Les plus recherchés parmi les grands hommes par les femmes jeunes ou vieilles sont assurément les musiciens. Certaines maisons en possèdent des collections complètes. Ces artistes ont d'ailleurs cet avantage inestimable d'être utiles dans les soirées. Mais les personnes qui tiennent à l'objet tout à fait rare ne peuvent guère espérer en réunir deux sur le même canapé. Ajoutons qu'il n'est pas de bassesse dont ne soit capable une femme connue, une femme en vue pour orner son salon d'un compositeur illustre. Les petits soins qu'on emploie d'ordinaire pour attacher un peintre ou un simple homme de lettres deviennent tout à fait insuffisants quand il s'agit d'un marchand de sons. On emploie vis-à-vis de lui des moyens de séduction et des procédés de louange complètement inusités. On lui baise les mains comme à un roi, on s'agenouille devant lui comme devant un dieu, quand il a daigné exécuter lui-même son Regina Coeli. On porte dans une bague un poil de sa barbe, on se fait une médaille sacrée gardée entre les seins au bout d'une chaînette d'or avec un bouton tombé un soir de sa culotte, après un vif mouvement du bras qu'il avait fait en achevant son doux repos. Les peintres sont un peu moins prisés, bien que fort recherchés encore. Ils ont en eux moins de divin et plus de bohème. Leurs allures n'ont pas assez de moelleux et surtout pas assez de sublime. Ils remplacent souvent l'inspiration par la gaudriole et par le coq à l'âne. Ils sentent un peu trop l'atelier, enfin, et ceux qui, à force de soins, ont perdu cette odeur-là, se mettent à sentir la pause. Et puis ils sont changeants, volages, blagueurs. On n'est jamais sûr de les garder, tandis que le musicien fait son nid dans la famille. Depuis quelques années, on recherche assez l'homme de lettres. Il a d'ailleurs de grands avantages. Il parle longtemps, il parle beaucoup. Il parle pour tout le monde, et comme il fait profession d'intelligence, on peut l'écouter et l'admirer avec confiance. La femme qui se sent sollicitée par ce goût bizarre d'avoir chez elle un homme de lettres, comme on peut avoir un perroquet dont le bavardage attire les concierges voisines, a le choix entre les poètes et les romanciers. Les poètes ont plus d'idéal, et les romanciers plus d'imprévus. Les poètes sont plus sentimentaux, les romanciers plus positifs. Affaire de goût et de tempérament. Le poète a plus de charme intime, le romancier plus d'esprit souvent. Mais le romancier présente des dangers qu'on ne rencontre pas chez le poète. Il ronge, pille et exploite tout ce qu'il a sous les yeux. Avec lui on ne peut jamais être tranquille, jamais sûr qu'il ne vous couchera point un jour, toute nue, entre les pages d'un livre. Son œil est comme une pompe qui absorbe tout, comme la main d'un voleur toujours en travail. Rien ne lui échappe, il cueille et ramasse sans cesse. Il cueille les mouvements, les gestes, les intentions. Tout ce qui passe et se passe devant lui. Il ramasse les moindres paroles, les moindres actes, les moindres choses. Il emmagasine du matin au soir des observations de toute nature, dont il fait des histoires à vendre, des histoires qui courent au bout du monde, qui seront lues, discutées, commentées par des milliers et des millions de personnes. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il fera ressemblant, le gredin, malgré lui, inconsciemment, parce qu'il voit juste et qu'il raconte ce qu'il a vu. Malgré ses efforts et ses ruses pour déguiser les personnages, on dira « Avez-vous reconnu Monsieur X et Madame Y ? Ils sont frappants. » Certes, il est aussi dangereux pour les gens du monde de choyer et d'attirer le romancier qu'il le serait pour un marchand de farine d'élever des rats dans son magasin. Et pourtant, ils sont en faveur. Donc, quand une femme a jeté son dévolu sur l'écrivain qu'elle veut adopter, elle en fait le siège au moyen de compliments, d'attentions et de gâteries. Comme l'eau qui, goutte à goutte, perce le plus dur des rochers, la louange tombe à chaque mot sur le cœur sensible de l'homme de lettres. Alors, dès qu'elle le voit attendri, ému, gagné par cette constante flatterie, elle l'isole, elle coupe peu à peu les attaches qu'il pouvait avoir ailleurs, et l'habitue insensiblement à venir chez elle, à s'y plaire, à y installer sa pensée. Pour le bien acclimater dans la maison, elle lui ménage et lui prépare des succès, le met en lumière, en vedette, lui témoigne devant tous les anciens habitués du lieu une considération marquée, une admiration sans égale. Alors, se sentant idole, il reste dans ce temple. Il y trouve d'ailleurs tout avantage, car les autres femmes essaient sur lui leurs plus délicates faveurs pour l'arracher à celle qu'il a conquis. Mais s'il est habile, il ne cédera point aux sollicitations et aux coquetteries dont on l'accable. Et plus il se montrera fidèle, plus il sera poursuivi, prié, aimé. Oh, qu'il prenne garde de se laisser entraîner par toutes ces sirènes de salon. Il perdrait aussitôt les 3/4 de sa valeur s'il tombait dans la circulation. Il forme bientôt un centre littéraire, une église dont il est le Dieu, le seul Dieu, car les véritables religions n'ont jamais plusieurs divinités. On ira dans la maison pour le voir, l'entendre, l'admirer, comme on vient de très loin en certains sanctuaires. On l'enviera, lui, on l'enviera, elle.
Ils parleront des lettres comme les prêtres parlent des dogmes, avec science et gravité. On les écoutera l'un et l'autre, et on aura, en sortant de ce salon lettré, la sensation de sortir d'une cathédrale. D'autres encore sont recherchés, mais à des degrés inférieurs. Ainsi, les généraux, dédaignés du vrai monde où ils sont classés à peine au-dessus des députés, font encore prime dans la petite bourgeoisie. Le député n'est demandé que dans les moments de crise. On le ménage par un dîner de temps en temps, pendant des accalmies parlementaires. Le savant a ses partisans, car tous les goûts sont dans la nature, et le chef de bureau lui-même est fort prisé par les gens qui habitent au 6e étage. Mais ces gens-là ne viennent pas à Cannes. À peine la bourgeoisie y a-t-elle quelques timides représentants. C'est seulement avant midi qu'on rencontre sur la Croisette tous les nobles étrangers. La Croisette est une longue promenade en demi-cercle qui suit la mer depuis la Pointe, en face Sainte-Marguerite, jusqu'au port que domine la vieille ville. Les femmes jeunes et sveltes, il est de bon goût d'être maigres, vêtues à l'anglaise, vont d'un pas rapide, escortées par de jeunes hommes alertes en tenue de l'eau tennis. Mais de temps en temps, on rencontre un pauvre être décharné qui se traîne d'un pas accablé, appuyé au bras d'une mère, d'un frère ou d'une sœur. Ils toussent et halètent, ces misérables, enveloppés de châles, malgré la chaleur, et nous regardent passer avec des yeux profonds, désespérés et méchants. Ils souffrent, ils meurent, car ce pays ravissant et tiède, c'est aussi l'hôpital du monde et le cimetière fleuri de l'Europe aristocrate. L'affreux mal qui ne pardonne guère et qu'on nomme aujourd'hui la tuberculose, le mal qui ronge, brûle et détruit par milliers des hommes, semble avoir choisi cette côte pour y achever ses victimes. Comme de tous les coins du monde, on doit la maudire, cette terre charmante et redoutable, antichambre de la mort, parfumée et douce, où tant de familles humbles et royales, princières et bourgeoises ont laissé quelqu'un, presque toutes un enfant, qui germait leurs espérances et s'épanouissait leur tendresse. Je me rappelle Menton, la plus chaude de ces villes d'hiver. De même que dans les cités guerrières, on voit les forteresses debout sur les hauteurs environnantes. Ainsi, de cette plage d'agonisants, on aperçoit le cimetière au sommet d'un monticule. Quel lieu ce serait pour vivre, ce jardin où dorment les morts? Des roses, partout des roses. Elles sont sanglantes ou pâles, ou blanches, ou veinées de filets écarlates. Les tombes, les allées, les places vides encore et remplies de mains, tout en est couvert. Leur parfum violent étourdi fait vaciller les têtes et les jambes, et tous ceux qui sont couchés là avaient 16 ans, 18 ans, 20 ans. De tombe en tombe, on va, lisant les noms de ces êtres tués si jeunes, par l'inguérissable mal. C'est un cimetière d'enfants, un cimetière pareil à ces bals blancs où ne sont point admis les gens mariés. De ce cimetière, la vue s'étend à gauche sur l'Italie, jusqu'à la pointe où Bordighera allonge dans la mer ses maisons blanches, à droite jusqu'au cap Martin qui trempe dans l'eau ses flancs feuillus. Partout d'ailleurs, le long de cet adorable rivage, nous sommes chez la mort. Mais elle est discrète, voilée, pleine de savoir-vivre et de pudeur, bien élevée enfin. Jamais on ne la voit face à face, bien qu'elle vous frôle à tout moment. On dirait même qu'on ne meurt point en ce pays, car tout est complice de la fraude où se complaît cette souveraine. Mais comme on la sent, comme on la flaire, comme on entrevoit parfois le bout de sa robe noire. Certes, il faut bien des roses et bien des fleurs de citronnier pour qu'on ne saisisse jamais dans la brise l'affreuse odeur qui s'exhale des chambres de trépassés. Jamais un cercueil dans les rues, jamais une draperie de deuil, jamais un glas funèbre. Le maigre promeneur d'hier ne passe plus sous votre fenêtre, et voilà tout. Si vous vous étonnez de ne plus le voir et vous inquiétez de lui, le maître d'hôtel et tous les domestiques vous répondent avec un sourire qu'il allait mieux et que sur la vue du docteur, il est parti pour l'Italie. Dans chaque hôtel, en effet, la mort a son escalier secret, ses confidents et ses compères. Un moraliste d'autrefois aurait dit de bien belles choses sur le contraste et le coudoiement de cette élégance et de cette misère. Il est midi. La promenade maintenant est déserte et je retourne à bord du Bel-Ami où m'attend un déjeuner modeste préparé par les mains de Raymond que je retrouve en tablier blanc et faisant frire des pommes de terre. Pendant le reste du jour, j'ai lu. Le vent soufflait toujours avec violence et le yacht dansait sur ses ancres, car nous avions dû mouiller aussi celle de tribord. Le mouvement finit par m'engourdir et je sommeillais pendant quelque temps. Quand Bernard entra dans le salon pour allumer des bougies, je vis qu'il était 7 heures, et comme la houle, le long du quai, rendait le débarquement difficile, je dînais dans mon bateau. Puis je montai m'asseoir au grand air. Autour de moi, Cannes étendait ses lumières. Rien de plus joli qu'une ville éclairée, vue de la mer.
À gauche, le vieux quartier, dont les maisons semblent grimper les unes sur les autres, allaient mêler ses feux aux étoiles. À droite, les becs de gaz de la Croisette se déroulaient comme un immense serpent sur 2 kilomètres d'étendue. Et je pensais que dans toutes ces villas, dans tous ces hôtels, des gens, ce soir, se sont réunis, comme ils ont fait hier, comme ils le feront demain, et qu'ils causent. Ils causent de quoi? Des princes, du temps, et puis du temps, des princes, et puis de rien. Est-il rien de plus sinistre qu'une conversation de table d'hôte? J'ai vécu dans les hôtels, j'ai subi l'âme humaine qui se montre dans toute sa platitude. Il faut vraiment être bien résolu à la suprême indifférence pour ne pas pleurer de chagrin, de dégoût et de honte quand on entend l'homme parler. L'homme ordinaire, riche, connu, estimé, respecté, considéré, content de lui. Il ne sait rien, ne comprend rien et parle de l'intelligence avec un orgueil désolant. Faut-il être aveugle et soûl de fierté stupide pour se croire autre chose qu'une bête à peine supérieure aux autres? Écoutez-les, assis autour de la table, ces misérables. Ils causent avec ingénuité, avec confiance, avec douceur, et ils appellent cela à échanger des idées. Quelles idées? Ils disent où ils se sont promenés, la route était bien jolie, mais il faisait un peu froid en revenant. La cuisine n'est pas mauvaise dans l'hôtel, bien que les nourritures de restaurant soient toujours un peu excitantes. Et ils racontent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils aiment, ce qu'ils croient. Il me semble que je vois en eux l'horreur de leur âme, comme on voit un fœtus monstrueux dans l'esprit de vin d'un bocal. J'assiste à la lente éclosion des lieux communs qu'ils redisent toujours. Je sens les mots tomber de ce grenier à sottises dans leur bouche d'imbéciles et de leur bouche dans l'air inerte qui les porte à mes oreilles. Mais leurs idées les plus hautes, les plus solennelles, les plus respectées, ne sont-elles pas l'irrécusable preuve de l'éternelle, universelle, indestructible et omnipotente bêtise? Toute leur conception de Dieu, du Dieu maladroit qui rate et recommence les premiers êtres, qui écoute nos confidences et les notes, du Dieu gendarme, jésuite, avocat, jardinier, en cuirasse, en robe ou en sabot, puis les négations de Dieu basées sur la logique terrestre, les arguments pour et contre, l'histoire des croyances sacrées, des schismes, des hérésies, des philosophies, les affirmations comme les doutes, toute la puérilité des principes, la violence féroce et sanglante des faiseurs d'hypothèses, le chaos des contestations, tout le misérable effort de ce malheureux être impuissant à concevoir, à deviner, à savoir, et si prompt à croire, prouve qu'il a été jeté sur ce monde si petit uniquement pour boire, manger, faire des enfants et des chansonnettes, et s'entretuer par passe-temps. Heureux ceux que satisfait la vie, ceux qui s'amusent, ceux qui sont contents. Il est des gens qui aiment tout, que tout enchante. Ils aiment le soleil et la pluie, la neige et le brouillard, les fêtes et le calme de leur logis, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils entendent. Ceux-ci mènent une existence douce, tranquille et satisfaite au milieu de leurs rejetons. Ceux-là ont une existence agitée de plaisir et de distraction. Ils ne s'ennuient ni les uns ni les autres. La vie pour eux est une sorte de spectacle amusant dont ils sont eux-mêmes acteurs, une chose bonne et changeante qui, sans trop les étonner, les ravit. Mais d'autres hommes, parcourant d'un éclair de pensée le cercle étroit des satisfactions possibles, demeurent atterrés devant le néant du bonheur, la monotonie et la pauvreté des joies terrestres. Dès qu'ils touchent à 30 ans, tout est fini pour eux. Qu'attendraient-ils? Rien ne les distrait plus, ils ont fait le tour de nos maigres plaisirs. Heureux ceux qui ne connaissent pas l'écœurement abominable des mêmes actions toujours répétées. Heureux ceux qui ont la force de recommencer chaque jour les mêmes besognes, avec les mêmes gestes, autour des mêmes meubles, devant le même horizon, sous le même ciel, de sortir par les mêmes rues où ils rencontrent les mêmes figures et les mêmes animaux. Heureux ceux qui ne s'aperçoivent pas avec un immense dégoût que rien ne change, que rien ne passe et que tout se lasse. Faut-il que nous ayons l'esprit lent, fermé et peu exigeant pour nous contenter de ce qui est? Comment se fait-il que le public du monde n'ait pas encore crié « Au rideau !» n'ait pas demandé l'acte suivant avec d'autres êtres que l'homme, d'autres formes, d'autres fêtes, d'autres plantes, d'autres astres, d'autres inventions et d'autres aventures? Vraiment, personne n'a donc encore éprouvé la haine du visage humain toujours pareil, la haine des animaux qui semblent des mécaniques vivantes avec leurs instincts invariables transmis dans leurs semences du premier de leur race au dernier, la haine des paysages éternellement semblables et la haine des plaisirs jamais renouvelés?
Consolez-vous, dit-on, dans l'amour de la science et des arts. Mais on ne voit donc pas que nous sommes toujours emprisonnés en nous-mêmes, sans parvenir à sortir de nous, condamnés à traîner le boulet de notre rêve sans essor. Tout le progrès de notre effort cérébral consiste à constater des faits matériels au moyen d'instruments ridiculement imparfaits, qui suppléent cependant un peu à l'incapacité de nos organes. Tous les 20 ans, un pauvre chercheur qui meurt à la peine découvre que l'air contient un gaz encore inconnu, qu'on dégage une force impondérable, inexprimable et inqualifiable en frottant de la cire sur du drap, que parmi les innombrables étoiles ignorées, il s'en trouve une qu'on n'avait pas encore signalée dans le voisinage d'une autre, vue et baptisée depuis longtemps. Qu'importe. Nos maladies viennent des microbes ? Fort bien. Mais d'où viennent ces microbes ? Et les maladies de ces invisibles eux-mêmes ? Et les soleils, d'où viennent-ils ? Nous ne savons rien, nous ne voyons rien. Nous ne pouvons rien, nous ne devinons rien, nous n'imaginons rien, nous sommes enfermés, emprisonnés en nous, et des gens s'émerveillent du génie humain. Les arts, la peinture consiste à reproduire avec des couleurs les monotones paysages sans qu'ils ressemblent jamais à la nature, à dessiner les hommes en s'efforçant sans y jamais parvenir de leur donner l'aspect des vivants. On s'acharne ainsi, inutilement, pendant des années à imiter ce qui est, et on arrive à peine, par cette copie immobile et muette des actes de la vie, à faire comprendre aux yeux exercés ce qu'on a voulu tenter. Pourquoi ces efforts ? Pourquoi cette imitation vaine ? Pourquoi cette reproduction banale de choses si tristes par elles-mêmes ? Misère. Les poètes font avec des mots ce que les peintres essaient avec des nuances. Pourquoi encore ? Quand on a lu les 4 plus habiles, les 4 plus ingénieux, il est inutile d'en ouvrir un autre. Et on ne sait rien de plus. Ils ne peuvent, eux aussi, ces hommes, qu'imiter l'homme. Ils s'épuisent en un labeur stérile, car l'homme ne changeant pas, leur art inutile est immuable. Depuis que s'agite notre courte pensée, l'homme est le même, ses sentiments, ses croyances, ses sensations sont les mêmes. Il n'a point avancé, il n'a point reculé, il n'a point remué. À quoi me sert d'apprendre ce que je suis, de lire ce que je pense, de me regarder moi-même dans les banales aventures d'un roman ? Ah, si les poètes pouvaient traverser l'espace, explorer les astres, découvrir d'autres univers, d'autres êtres, varier sans cesse pour mon esprit la nature et la forme des choses, me promener sans cesse dans un inconnu changeant et surprenant, ouvrir des portes mystérieuses sur des horizons inattendus et merveilleux, je les lirai jour et nuit. Mais ils ne peuvent, ces impuissants, que changer la place d'un mot et me montrer mon image, comme les peintres. À quoi bon ? Car la pensée de l'homme est immobile. Les limites précises, proches, infranchissables, une fois atteintes, elles tournent comme un cheval dans un cirque, comme une mouche dans une bouteille fermée, voletant jusqu'aux parois où elles se heurtent toujours. Et pourtant, à défaut de mieux, il est doux de penser quand on vit seul. Sur ce petit bateau que ballotte la mer, qu'une vague peut emplir et retourner, je sais, je sens combien rien n'existe de ce que nous connaissons, car la terre qui flotte dans le vide est encore plus isolée, plus perdue que cette barque sur les flots. Leur importance est la même, leur destinée s'accomplira, et je me réjouis de comprendre le néant des croyances et la vanité des espérances qu'engendra notre orgueil d'insecte. Je me suis couché, bercé par le tangage, et j'ai dormi d'un profond sommeil, comme on dort sur l'eau jusqu'à l'heure où Bernard me réveilla pour me dire « Mauvais temps, monsieur, nous ne pouvons pas partir ce matin. » Le vent est tombé, mais la mer, très grosse au large, ne permet pas de faire route vers Saint-Raphaël. Encore un jour à passer à Cannes. Vers midi, le vent d'ouest se leva de nouveau, moins fort que la veille, et je résolus d'en profiter pour aller visiter l'escadre au golfe Juan. Le bel ami, en traversant la rade, dansait comme une chèvre, et je dus gouverner avec grande attention pour ne pas recevoir à chaque vague qui nous arrivait presque par le travers des paquets d'eau par la figure. Mais bientôt je gagnai l'abri des îles et je m'engageai dans le passage sous le château fort de Sainte-Marguerite. Sa muraille droite tombe sous les rocs battus du flot, et son sommet ne dépasse guère la côte peu élevée de l'île. On dirait une tête enfoncée entre 2 grosses épaules. On voit très bien la place où descendit Bazaine. Il n'était pas besoin d'être un gymnaste habile pour se laisser glisser sur ces rochers complaisants. Cette évasion me fut racontée en grand détail par un homme qui se prétendait et qui pouvait être bien renseigné. Bazaine vivait assez libre, recevant chaque jour sa femme et ses enfants. Or Madame Bazaine, nature énergique, déclara à son mari qu'elle s'éloignerait pour toujours avec les enfants
s'il ne s'évadait pas, et elle lui exposa son plan. Il hésitait devant les dangers de la fuite et les doutes sur le succès, mais quand il vit sa femme décidée à accomplir sa menace, il consentit. Alors chaque jour on introduisit dans la forteresse des jouets pour les petits, toute une minuscule gymnastique de chambre. C'est avec ces joujoux que fut fabriquée la corde à nœuds qui devait servir au maréchal. Elle fut confectionnée lentement, pour ne pas éveiller de soupçons, puis cachée avec soin dans un coin du préau par une main amie. La date de l'évasion fut alors fixée. On choisit un dimanche, la surveillance ayant paru moins sévère ce jour-là, et Madame Bazaine s'absenta pour quelque temps. Le maréchal se promenait généralement jusqu'à 8 heures du soir dans le préau de la prison, en compagnie du directeur, homme aimable dont le commerce lui plaisait. Puis il rentrait en ses appartements que le geôlier chef verrouillait et cadenassait en présence de son supérieur. Le soir de la fuite, Bazaine feignit d'être souffrant et voulut rentrer 1 heure plus tôt. Il pénétra en effet en son logement, mais dès que le directeur se fut éloigné pour chercher son geôlier et le prévenir d'enfermer immédiatement le captif, le maréchal ressortit bien vite et se cacha dans la cour. On verrouilla la prison vide et chacun rentra chez soi. Vers 11 heures, Bazaine sortit de sa cachette muni de l'échelle. Il l'attacha et descendit sur les rochers. Au jour levant, un complice détacha la corde et la jeta au pied des murs. Vers 8h30, le directeur de Sainte-Marguerite s'informa du prisonnier, surpris de ne pas le voir encore, car il sortait tôt chaque matin. Le valet de chambre de Bazaine refusa d'entrer chez son maître. À 9 heures enfin, le directeur força la porte et trouva la cage abandonnée. Madame Bazaine, de son côté, pour exécuter ses projets, avait été trouver un homme à qui son mari avait rendu jadis un service capital. Elle s'adressa à un cœur reconnaissant, et elle se fit un allié aussi dévoué qu'énergique. Ils réglèrent ensemble tous les détails. Puis elle se rendit à Gênes sous un faux nom et loua, sous prétexte d'une excursion à Naples, un petit vapeur italien au prix de 1 000 francs par jour, en stipulant que le voyage durerait au moins 1 semaine et qu'on pourrait le prolonger d'un temps égal aux mêmes conditions. Le bâtiment se mit en route, mais à peine eut-il pris la mer que la voyageuse parut changer de résolution, et elle demanda au capitaine s'il lui déplaisait d'aller jusqu'à Cannes chercher sa belle-sœur. Le marin y consentit volontiers et jeta l'ancre le dimanche soir au golfe Juan. Madame Bazaine se fit mettre à terre en recommandant que le canot ne s'éloignât point. Son complice dévoué l'attendait avec une autre barque sur la promenade de la Croisette, et ils traversèrent la passe qui sépare du continent la petite île de Sainte-Marguerite. Son mari était là sur les roches, les vêtements déchirés, le visage meurtri, les mains en sang. La mer étant un peu forte, il fut contraint d'entrer dans l'eau pour gagner la barque, qui se serait brisée contre la côte. Lorsqu'il fut revenu à terre, le canot fut abandonné. Ils regagnèrent alors la première embarcation, puis le bâtiment restait sous vapeur. Madame Bazaine déclara alors au capitaine que sa belle-sœur se trouvait trop souffrante pour venir, et montrant le maréchal, elle ajouta « N'ayant pas de domestique, j'ai pris un valet de chambre. Cet imbécile vient de tomber sur les rochers et de se mettre dans l'état où vous le voyez. Envoyez-le, s'il vous plaît, avec les matelots, et faites-lui donner ce qu'il faut pour se panser et recoudre ses hardes. » Bazaine alla coucher dans l'entrepont. Or le lendemain, au point du jour, on avait gagné la haute mer. Madame Bazaine changea encore de projet et, se disant malade, se fit reconduire à Gênes. Mais la nouvelle de l'évasion était déjà connue, et le populaire, averti, s'ameuta en vociférant sous les fenêtres de l'hôtel. Le tumulte devint bientôt si violent que le propriétaire, épouvanté, fit s'enfuir les voyageurs par une porte cachée. Je donne ce récit comme il me fut fait, et je n'affirme rien. Nous approchons de l'escadre, dont les lourds cuirassés, sur une seule ligne, semblent des tours de guerre bâties en pleine mer. Voici le Colbert, la Dévastation, l'Amiral Dupéré, le Courbet, l'Indomptable et le Richelieu, plus 2 croiseurs, l'Hirondelle et le Milan, et 4 torpilleurs en train d'évoluer dans le Golfe. Je veux visiter le Courbet qui passe pour le type le plus parfait de notre marine. Rien ne donne l'idée du labeur humain, du labeur minutieux et formidable de cette petite bête aux mains ingénieuses comme ces énormes citadelles de fer qui flottent et marchent, portent une armée de soldats, un arsenal d'armes monstrueuses, et qui sont faites, ces masses, de petits morceaux ajustés, soudés, forgés, boulonnés, travail de fourmis et de géants, qui montrent en même temps tout le génie et toute l'impuissance et toute l'irrémédiable barbarie de cette race si active et si faible, qui use ses efforts à créer des engins pour se détruire elle-même. Ceux d'autrefois qui construisaient avec des pierres des cathédrales en dentelle,
palais féeriques pour abriter des rêves enfantins et pieux, ne valaient-ils pas ceux d'aujourd'hui, lançant sur la mer des maisons d'acier qui sont les temples de la mort? Au moment où je quitte le navire pour remonter dans ma coquille, j'entends sur le rivage éclater une fusillade. C'est le régiment d'Antibes qui fait l'exercice de tirailleurs dans les sables et dans les sapins. La fumée monte en flocons blancs pareils à des nuées de coton qui s'évaporent, et on voit courir le long de la mer les culottes rouges des soldats. Alors les officiers de marine, intéressés soudain, braquent leurs lunettes vers la terre et leur cœur s'anime devant ce simulacre de guerre. Quand je songe seulement à ce mot, la guerre, il me vient un effarement comme si l'on me parlait de sorcellerie, d'inquisition, d'une chose lointaine, finie, abominable, monstrueuse, contre nature. Quand on parle d'anthropophage, nous sourions avec orgueil, en proclamant notre supériorité sur ces sauvages, les vrais sauvages. Ceux qui se battent pour manger les vaincus ou ceux qui se battent pour tuer, rien que pour tuer. Les petits lignards qui courent là-bas sont destinés à la mort, comme les troupeaux que pousse un boucher sur les routes. Ils iront tomber dans une plaine, la tête fendue d'un coup de sabre ou la poitrine trouée d'une balle. Et ce sont de jeunes gens qui pourraient travailler, produire, être utiles. Leurs pères sont vieux et pauvres. Leurs mères qui, pendant 20 ans, les ont aimés, adorés comme adorent les mères, apprendront dans 6 mois ou 1 an peut-être que le fils, l'enfant, le grand enfant élevé avec tant de peine, avec tant d'argent, avec tant d'amour, fut jeté dans un trou comme un chien crevé, après avoir été éventré par un boulet et piétiné, écrasé, mis en bouillie par les charges de cavalerie. Pourquoi a-t-on tué son garçon, son beau garçon, son seul espoir, son orgueil, sa vie? Elle ne sait pas. Oui, pourquoi? La guerre, se battre, égorger, massacrer des hommes. Et nous avons aujourd'hui à notre époque, avec notre civilisation, avec l'étendue de science et le degré de philosophie où l'on croit parvenu le génie humain, des écoles où l'on apprend à tuer de très loin, avec perfection, beaucoup de monde en même temps, à tuer de pauvres diables d'hommes innocents, chargés de famille et sans casier judiciaire. Et le plus stupéfiant, c'est que le peuple ne se lève pas contre le gouvernement. Quelle différence y a-t-il donc entre les monarchies et les républiques? Le plus stupéfiant, c'est que la société tout entière ne se révolte pas à ce seul mot de guerre. Ah, nous vivrons toujours sous le poids des vieilles et odieuses coutumes, des criminels préjugés, des idées féroces de nos barbares aïeux, car nous sommes des bêtes, nous resterons des bêtes que l'instant domine et que rien ne change. N'aurait-on pas honni tout autre que Victor Hugo qui eût jeté ce grand cri de délivrance et de vérité? Aujourd'hui la force s'appelle la violence et commence à être jugée. La guerre est mise en accusation. La civilisation, sur la plainte du genre humain, instruit le procès et dresse le grand dossier criminel des conquérants et des capitaines. Les peuples en viennent à comprendre que l'agrandissement d'un forfait n'en saurait être la diminution, que si tuer est un crime, tuer beaucoup n'en peut pas être la circonstance atténuante, que si voler est une honte, envahir ne saurait être une gloire. Ah, proclamons ces vérités absolues, déshonorons la guerre. Vaine colère, indignation de poète, la guerre est plus vénérée que jamais. Un artiste habile en cette partie, un massacreur de génie, M. de Moltke, a répondu un jour au délégué de la paix les étranges paroles que voici. La guerre est sainte, d'institution divine, c'est une des lois sacrées du monde. Elle entretient chez les hommes tous les grands, les nobles sentiments, l'honneur, le désintéressement, la vertu, le courage, et les empêche en un mot de tomber dans le plus hideux matérialisme. Ainsi, se réunir en troupeau de 400 000 hommes, marcher jour et nuit sans repos, ne penser à rien, ni rien étudier, ni rien apprendre, ne rien lire, n'être utile à personne, pourrir de saleté, coucher dans la fange, vivre comme des brutes dans un hébétement continu, piller les villes, brûler les villages, ruiner les peuples, puis rencontrer une autre agglomération de viande humaine, se ruer dessus, faire des lacs de sang, des plaines de chair pilée mêlées à la terre boueuse et rougie, des monceaux de cadavres, avoir les bras ou les jambes emportés, la cervelle écrabouillée sans profit pour personne, et crever au coin d'un champ, tandis que vos vieux parents, votre femme et vos enfants meurent de faim. Voilà ce qu'on appelle ne pas tomber dans le plus hideux matérialisme. Les hommes de guerre sont les fléaux du monde. Nous luttons contre la nature, l'ignorance, contre les obstacles de toutes sortes, pour rendre moins dure notre misérable vie. Des hommes, des bienfaiteurs, des savants usent leur existence à travailler,
à chercher ce qui peut aider, ce qui peut secourir, ce qui peut soulager leurs frères. Ils vont, acharnés à leurs besogne utiles, entassant les découvertes, agrandissant l'esprit humain, élargissant la science, donnant chaque jour à l'intelligence une somme de savoirs nouveaux, donnant chaque jour à leur patrie du bien-être, de l'aisance, de la force. La guerre arrive. En 6 mois, les généraux ont détruit 20 ans d'efforts, de patience et de génie. Voilà ce qu'on appelle ne pas tomber dans le plus hideux matérialisme. Nous l'avons vu, la guerre. Nous avons vu les hommes redevenir des brutes, affolés, tués par plaisir, par terreur, par bravade, par ostentation. Alors que le droit n'existe plus, que la loi est morte, que toute notion du juste disparaît, nous avons vu fusiller des innocents trouvés sur une route et devenus suspects parce qu'ils avaient peur. Nous avons vu tuer des chiens enchaînés à la porte de leur maître pour essayer des revolvers neufs. Nous avons vu mitrailler par plaisir des vaches couchées dans un champ, sans aucune raison, pour tirer des coups de fusil, histoire de rire. Voilà ce qu'on appelle ne pas tomber dans le plus hideux matérialisme. Entrer dans un pays, égorger l'homme qui défend sa maison parce qu'il est vêtu d'une blouse et n'a pas de képi sur la tête, brûler les habitations de misérables qui n'ont plus de pain, casser des meubles, en voler d'autres, boire le vin trouvé dans les caves, violer les femmes trouvées dans les rues, brûler des millions de francs en poudre et laisser derrière soi la misère et le choléra. Voilà ce qu'on appelle ne pas tomber dans le plus hideux matérialisme. Qu'ont-ils donc fait pour prouver même un peu d'intelligence, les hommes de guerre? Rien. Qu'ont-ils inventé? Des canons et des fusils, voilà tout. L'inventeur de la brouette n'a-t-il pas fait plus pour l'homme, par cette simple et pratique idée d'ajuster une roue à 2 bâtons, que l'inventeur des fortifications modernes? Que nous reste-t-il de la Grèce? Des livres, des marbres. Est-elle grande parce qu'elle a vaincu ou parce qu'elle a produit? Est-ce l'invasion des Perses qui l'a empêché de tomber dans le plus hideux matérialisme? Sont-ce les invasions des barbares qui ont sauvé Rome et l'ont régénérée? Est-ce que Napoléon Ier a continué le grand mouvement intellectuel commencé par les philosophes à la fin du dernier siècle? Eh bien oui, puisque les gouvernements prennent ainsi le droit de mort sur les peuples, il n'y a rien d'étonnant à ce que les peuples prennent parfois le droit de mort sur les gouvernements. Ils se défendent, ils ont raison. Personne n'a le droit absolu de gouverner les autres. On ne peut le faire que pour le bien de ceux qu'on dirige. Quiconque gouverne a autant le devoir d'éviter la guerre qu'un capitaine de navire a celui d'éviter le naufrage. Quand un capitaine a perdu son bâtiment, on le juge et on le condamne, s'il est reconnu coupable de négligence ou même d'incapacité. Pourquoi ne jugerait-on pas les gouvernements après chaque guerre déclarée? Si les peuples comprenaient cela, s'ils faisaient justice eux-mêmes des pouvoirs meurtriers, s'ils refusaient de se laisser tuer sans raison, s'ils se servaient de leurs armes contre ceux qui les leur ont données pour massacrer, ce jour-là la guerre serait morte. Mais ce jour ne viendra pas. Agay, 8 avril. Beau temps, monsieur. Je me lève et monte sur le pont. Il est 3 heures du matin. La mer est plate. Le ciel infini ressemble à une immense voûte d'ombre ensemencée de graines de feu. Une brise très légère souffle de terre. Le café est chaud, nous le buvons, et sans perdre une minute pour profiter de ce vent favorable, nous partons. Nous voilà glissant sur l'onde, vers la pleine mer. La côte disparaît. On ne voit plus rien autour de nous que du noir. C'est là une sensation, une émotion troublante et délicieuse. S'enfoncer dans cette nuit vide, dans ce silence, sur cette eau loin de tout. Il semble qu'on quitte le monde, qu'on ne doit plus jamais arriver nulle part, qu'il n'y aura plus de rivage, qu'il n'y aura pas de jour. À mes pieds, une petite lanterne éclaire le compas qui m'indique la route. Il faut courir au moins 3 miles au large pour doubler sûrement le cap Roux et le Dramont, quel que soit le vent qui donnera lorsque le soleil sera levé. J'ai fait allumer les fanaux de position, rouge bâbord et vert tribord, pour éviter tout accident, et je jouis avec ivresse de cette fuite muette, continue et tranquille. Tout à coup, un cri s'élève devant nous. Je tressaille, car la voix est proche, et je n'aperçois rien, rien que cette obscure muraille de ténèbres où je m'enfonce et qui se referme derrière moi. Raymond, qui veille à l'avant, me dit « C'est une tartane qui va dans l'est. Arrivez un peu, monsieur, nous passerons derrière. » Et soudain, tout près, se dresse un fantôme effrayant et vague, la grande ombre flottante d'une voile aperçue quelques secondes et disparut presque aussitôt. Rien n'est plus étrange, plus fantastique et plus émouvant que ces apparitions rapides sur la mer, la nuit. Les pêcheurs et les sabliers ne portent jamais de feu.
On ne les voit donc qu'en les frôlant, et cela vous laisse le serrement de cœur d'une rencontre surnaturelle. J'entends au loin un sifflement d'oiseaux. Il approche, passe et s'éloigne. Que ne puis-je errer comme lui? L'aube enfin paraît, lente et douce, sans un nuage, et le jour la suit, un vrai jour d'été. Raymond affirme que nous aurons vent d'est. Bernard tient toujours pour l'ouest, et me conseille de changer d'allure et de marcher tribord à mur sur le Dramont qui se dresse au loin. Je suis aussitôt son avis, et sous la lande poussée d'une brise agonisante, nous nous rapprochons de l'Estérel. La longue côte rouge tombe dans l'eau bleue qu'elle fait paraître violette. Elle est bizarre, hérissée, jolie, avec des pointes, des golfes innombrables, des rochers capricieux et coquets, 1000 fantaisies de montagnes admirées. Sur ses flancs, les forêts de sapins montent jusqu'aux cimes de granit qui ressemblent à des châteaux, à des villes, à des armées de pierres courant l'une après l'autre. Et la mer est si limpide à son pied, on distingue par places les fonds de sable et les fonds d'herbe. Certes, en certains jours, j'éprouve l'horreur de ce qui est jusqu'à désirer la mort. Je sens jusqu'à la souffrance suraiguë la monotonie invariable des paysages, des figures et des pensées. La médiocrité de l'univers m'étonne et me révolte, la petitesse de toute chose m'emplit de dégoût, la pauvreté des êtres humains m'anéantit. Et certains autres, au contraire, je jouis de tout à la façon d'un animal. Si mon esprit inquiet, tourmenté, hypertrophié par le travail, s'élance à des espérances qui ne sont point de notre race, et puis retombe dans le mépris de tout, après en avoir constaté le néant, mon corps de bête se grise de toutes les ivresses de la vie. J'aime le ciel comme un oiseau, les forêts comme un loup rôdeur, les rochers comme un chamois, l'herbe profonde pour m'y rouler, pour y courir comme un cheval, et l'eau limpide pour y nager comme un poisson. Je sens frémir en moi quelque chose de toutes les espèces d'animaux, de tous les instincts, de tous les désirs confus des créatures inférieures. J'aime la terre comme elle, et non comme vous, les hommes. Je l'aime sans l'admirer, sans la poétiser, sans m'exalter. J'aime d'un amour bestial et profond, méprisable et sacré, tout ce qui vit, tout ce qui pousse, tout ce qu'on voit, car tout cela, laissant calme mon esprit, trouble mes yeux et mon cœur, tout, les jours, les nuits, les fleuves, les mers, les tempêtes, les bois, les aurores, le regard et la chair des femmes. La caresse de l'eau sur le sable des rives ou sur le granit des roches m'émeut et m'attendrit, et la joie qui m'envahit, quand je me sens poussé par le vent et porté par la vague, naît de ce que je me livre aux forces brutales et naturelles du monde, de ce que je retourne à la vie primitive. Quand il fait beau comme aujourd'hui, j'ai dans les veines le sang des vieux faunes lascifs et vagabonds. Je ne suis plus le frère des hommes, mais le frère de tous les êtres et de toutes les choses. Le soleil monte sur l'horizon. La brise tombe comme avant-hier, mais le vent d'ouest prévu par Bernard ne se lève pas plus que le vent d'est annoncé par Raymond. Jusqu'à 10 heures, nous flottons immobiles, comme une épave. Puis un petit souffle du large nous remet en route, tombe, renaît, semble se moquer de nous, agacer la voile, nous promettre sans cesse la brise qui ne vient pas. Ce n'est rien, l'haleine d'une bouche ou un battement d'éventail. Cela pourtant suffit à ne pas nous laisser en place. Les marsouins, ces clowns de la mer, jouent autour de nous, jaillissent hors de l'eau d'un élan rapide comme s'ils s'envolaient, passent dans l'air plus vif qu'un éclair, puis plongent et ressortent plus loin. Vers 1 heure, comme nous nous trouvions par le travers d'Aguet, la brise tomba tout à fait, et je compris que je coucherais au large si je n'armais pas l'embarcation pour remorquer le yacht et me mettre à l'abri dans cette baie. Je fis donc descendre 2 hommes dans le canot. Et à 30 mètres devant moi, ils commencèrent à me traîner. Un soleil enragé tombait sur l'eau, brûlait le pont du bateau. Les 2 matelots ramaient d'une façon très lente et régulière, comme 2 manivelles usées qui ne vont plus qu'à peine, mais qui continuent sans arrêt leur effort mécanique de machine. La rade d'Aguet, comme un joli bassin bien abrité, fermé d'un côté par les rochers rouges et droits que domine le sémaphore au sommet de la montagne, et que continue vers la pleine mer l'île d'Or, nommée ainsi à cause de sa couleur, de l'autre par une ligne de roches basses et une petite pointe à fleur d'eau portant un phare pour signaler l'entrée. Dans le fond, une auberge qui reçoit les capitaines des navires réfugiés là par les gros temps et les pêcheurs en été, une gare où ne s'arrêtent que 2 trains par jour et où ne descend personne, et une jolie rivière s'enfonçant dans l'Estérel jusqu'au vallon nommé Malin-Fermet
et qui est plein de lauriers roses comme un ravin d'Afrique. Aucune route n'aboutit de l'intérieur à cette baie délicieuse. Seul un sentier conduit à Saint-Raphaël en passant par les carrières de Porphyre du Dramont. Mais aucune voiture ne le pourrait suivre. Nous sommes donc en pleine montagne. Je résolus de me promener à pied jusqu'à la nuit par les chemins bordés de cistes et de lentisques. Leur odeur de plantes sauvages, violentes et parfumées emplit l'air, se mêle au grand souffle de résine de la forêt immense qui semble haleter sous la chaleur. Après 1 heure de marche, j'étais en plein bois de sapin, un bois clair sur une pente douce de montagne. Les granites pourpres, ces os de la terre, semblaient rougis par le soleil, et j'allais lentement, heureux comme doivent l'être les lézards sur les pierres brûlantes, quand j'aperçus au sommet de la montée, venant vers moi sans me voir, 2 amoureux ivres de leurs rêves. C'était joli, c'était charmant, ces 2 êtres aux bras liés, descendant, à pas distraits, dans les alternatives de soleil et d'ombre qui bariolaient la côte inclinée. Elle me parut très élégante et très simple, avec une robe grise de voyage et un chapeau de feutre hardi et coquet. Lui, je ne le vis guère. Je remarquai seulement qu'il avait l'air comme il faut. Je m'étais assis derrière le tronc d'un pin pour les regarder passer. Ils ne m'aperçurent pas et continuèrent à descendre, en se tenant par la taille, sans dire un mot, tant ils s'aimaient. Quand je ne les vis plus, je sentis qu'une tristesse m'était tombée sur le cœur. Un bonheur m'avait frôlé, que je ne connaissais point, et que je pressentais le meilleur de tous. Et je revins vers la baie d'Aguet, trop lasse maintenant, pour continuer ma promenade. Jusqu'au soir, je m'étendis sur l'herbe, au bord de la rivière, et vers 7 heures, j'entrai dans l'auberge pour dîner. Mes matelots avaient prévenu le patron qui m'attendait. Mon couvert était mis dans une salle basse, peinte à la chaux, à côté d'une autre table où dînaient déjà, face à face et se regardant au fond des yeux, mes amoureux de tantôt. J'eus honte de les déranger, comme si je commettais là une chose inconvenante et vilaine. Ils m'examinèrent quelques secondes, puis se mirent à causer tout bas. L'aubergiste, qui me connaissait depuis longtemps, prit une chaise près de la mienne. Il me parla des sangliers et du lapin, du beau temps, du Mistral, d'un capitaine italien qui avait couché là l'autre nuit, puis, pour me flatter, vanta mon yacht, dont j'apercevais par la fenêtre la coque noire et le grand mât portant au sommet mon guidon rouge et blanc. Mes voisins, qui avaient mangé très vite, sortirent aussitôt. Moi, je m'attardais à regarder le mince croissant de la lune poudrant de lumière la petite rade. Je vis enfin mon canot qui venait à terre, rayant de son passage l'immobile et pâle clarté tombée sur l'eau. Descendu pour m'embarquer, j'aperçus, debout sur la plage, les 2 amants qui contemplaient la mer. Et comme je m'éloignais au bruit pressé des avirons, je distinguais toujours leurs silhouettes sur le rivage, leurs ombres dressées côte à côte. Elles emplissaient la baie, la nuit, le ciel. Tant l'amour s'exhalait d'elles, s'épandait par l'horizon, les faisait grandes et symboliques. Et quand je fus remonté sur mon bateau, je demeurai longtemps assis sur le pont, plein de tristesse sans savoir pourquoi, plein de regrets sans savoir de quoi, ne pouvant me décider à descendre enfin dans ma chambre, comme si j'eusse voulu respirer plus longtemps un peu de cette tendresse répandue dans l'air autour d'eux. Tout à coup, une des fenêtres de l'auberge s'éclairant, je vis dans la lumière leurs 2 profils. Alors ma solitude m'accabla, et dans la tiédeur de cette nuit printanière, au bruit léger des vagues sur le sable, sous le fin croissant qui tombait dans la pleine mer, je sentis en mon cœur un tel désir d'aimer que je faillis crier de détresse. Puis brusquement, j'eus honte de cette faiblesse, et ne voulant point m'avouer que j'étais un homme comme les autres, j'accusai le clair de lune de m'avoir troublé la raison. J'ai toujours cru d'ailleurs que la lune exerce sur les cervelles humaines une influence mystérieuse. Elle fait divaguer les poètes, les rend délicieux ou ridicules, et produit, sur la tendresse des amoureux, l'effet de la bobine de Ruhmkorff sur les courants électriques. L'homme qui aime normalement sous le soleil adore frénétiquement sous la lune. Une femme jeune et charmante me soutint un jour, je ne sais plus à quel propos, que les coups de lune sont 1000 fois plus dangereux que les coups de soleil. On les attrape, disait-elle, sans s'en douter en se promenant par de belles nuits, et on n'en guérit jamais. On reste fou, non pas fou furieux, fou à enfermer, mais fou d'une folie spéciale, douce et continue. On ne pense plus en rien comme les autres hommes. Certes, j'ai dû ce soir recevoir un coup de lune, car je me sens déraisonnable et délirant, et le petit croissant qui descend vers la mer m'émeut, m'attendrit et me navre. Qu'a-t-elle donc de si séduisant, cette lune, vieil astre défunt,
qui promène dans le ciel sa face jaune et sa triste lumière de trépassé, pour nous troubler ainsi, nous autres que la pensée vagabonde agite. L'aimons-nous parce qu'elle est morte, comme dit le poète Haraucourt? Puis ce fut l'âge blond des tiédeurs et des vents, la lune se peupla de murmures vivants. Elle eut des mers sans fond et des fleuves sans nombre, des troupeaux, des cités, des pleurs, des cris joyeux. Elle eut l'amour, elle eut ses arts, ses lois, ses dieux, et lentement rentra dans l'ombre. L'aimons-nous parce que les poètes, à qui nous devons l'éternelle illusion dont nous sommes enveloppés en cette vie, ont troublé nos yeux par toutes les images aperçues dans ces rayons, nous ont appris à comprendre de mille façons, avec notre sensibilité exaltée, le monotone et doux effet qu'elle promène autour du monde. Quand elle se lève derrière les arbres, quand elle verse sa lumière frissonnante sur un fleuve qui coule, quand elle tombe à travers les branches sur le sable des allées, quand elle monte solitaire dans le ciel noir et vide, quand elle s'abaisse vers la mer, allongeant sur la face onduleuse et liquide une immense traînée de clarté, ne sommes-nous pas assaillis par tous les vers charmants qu'elle inspira aux grands rêveurs? Si nous allons l'âme gaie par la nuit, si nous la voyons, toute ronde, ronde comme un œil jaune qui nous regarderait, perchée juste au-dessus d'un toit, l'immortelle ballade de Musset se met à chanter dans notre mémoire. Et n'est-ce pas lui, le poète railleur, qui nous la montre aussitôt avec ses yeux? C'était dans la nuit brune, sur le clocher jauni, la lune, comme un point sur un i, lune, quel esprit sombre promène au bout d'un fil, dans l'ombre ta face ou ton profil? Si nous nous promenons un soir de tristesse sur une plage au bord de l'océan, qu'elle illumine, ne nous mettons pas, presque malgré nous, à réciter ces deux vers si grands et si mélancoliques? Seule au-dessus des mers, la lune voyageant, laisse dans les flots noirs tomber ses pleurs d'argent. Si nous nous réveillons dans notre lit, qu'éclaire un long rayon entrant par la fenêtre, ne nous semble-t-il pas aussitôt voir descendre vers nous la figure blanche qu'évoque Catulle Mendes? Elle venait avec un lys dans chaque main, la pente d'un rayon lui servant de chemin. Si, marchant le soir par la campagne, nous entendons tout à coup quelque chien de ferme pousser sa plainte longue et sinistre, ne sommes-nous pas frappés brusquement par le souvenir de l'admirable pièce de Lecomte de Lisle, Les Hurleurs? Seule la lune pâle, en écartant la nue, comme une morne lampe oscillait tristement. Monde muet marqué d'un signe de colère, débris d'un globe mort au hasard dispersé, elle laissait tomber de son orbe glacé un reflet sépulcral sur l'océan polaire. Par un soir de rendez-vous, l'on va tout doucement dans le chemin, serrant la taille de la bien-aimée, lui pressant la main et lui baisant la tempe. Elle est un peu lasse, un peu émue, et marche d'un pas fatigué. Un banc apparaît sous les feuilles que mouille comme une onde calme la douce lumière. Est-ce qu'il n'éclate pas dans notre esprit, dans notre cœur, ainsi qu'une chanson d'amour exquise, les deux vers charmants? Et réveillé pour s'asseoir à sa place, le clair de lune endormi sur le banc. Peut-on voir le croissant dessiné, comme ce soir, dans un grand ciel ensemencé d'astres, son profil sans songer à la fin de ce chef-d'œuvre de Victor Hugo qui s'appelle « Boues endormies » Et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à demi sous ses voiles, quel Dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait, en s'en allant, négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Et qui donc a jamais mieux dit que Hugo, la lune galante et tendre aux amoureux? La nuit vint, tout se tut, les flambeaux s'éteignirent, dans les bois assombris les sources se plaignirent. Le rossignol, caché dans son nid ténébreux, chanta comme un poète et comme un amoureux. Chacun se dispersa sous les profonds feuillages. Les folles, en riant, entraînèrent les sages. L'amante s'en alla dans l'ombre avec l'amant. Et troublés, comme on l'est en songe, vaguement, ils sentaient par degrés se mêler à leur âme, à leurs discours secrets, à leurs regards de flamme, à leur cœur, à leur sens, à leur molle raison, le clair de lune bleue qui baignait l'horizon. Et je me rappelle aussi cette admirable prière à la lune, qui ouvre le 11e livre de l'âne d'or d'Apulée. Mais ce n'est point assez pourtant que toutes ces chansons des hommes pour mettre en notre cœur la tristesse sentimentale que ce pauvre astre nous inspire. Nous plaignons la lune, malgré nous, sans savoir pourquoi, sans savoir de quoi, et pour cela nous l'aimons. La tendresse que nous lui donnons est mêlée aussi de pitié. Nous la plaignons comme une vieille fille, car nous devinons vaguement, malgré les poètes, que ce n'est point une morte, mais une vierge. Les planètes, comme les femmes, ont besoin d'un époux,
Et la pauvre lune dédaignée du soleil n'a-t-elle pas simplement coiffé Sainte Catherine, comme nous le disons ici-bas? Et c'est pour cela qu'elle nous emplit, avec sa clarté timide, d'espoir irréalisable et de désir inaccessible. Tout ce que nous attendons obscurément et vainement sur cette terre agite notre cœur comme une sève impuissante et mystérieuse sous les pâles rayons de lune. Nous devenons, les yeux levés sur elle, frémissants de rêves impossibles et assoiffés d'inexprimable tendresse. L'étroit croissant, un fil d'or, trempait maintenant dans l'eau sa pointe aiguë, et il plongea doucement, lentement, jusqu'à l'autre pointe, si fine que je ne la vis pas disparaître. Alors je levai mon regard vers l'auberge. La fenêtre éclairée venait de se fermer. Une lourde détresse m'écrasa et je descendis dans ma chambre. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Et on se retrouve très vite pour la suite de Sur l'eau de Guy de Maupassant.